globalement, on m'a appris à aller au bout des choses, à avoir pas mal de discipline. Parce que la danse classique, comme le piano, ça exige du travail quotidien. Donc ça apprend beaucoup la discipline. Et voilà, et moi, on m'a un peu biberonné à l'idée que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie. Tant que je travaillais dur pour y arriver, tout était possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Skills. En 2024, alors que les géants de la beauté misent tout sur le digital, Juliette Lévy-Cohen prouve qu'il existe une autre voie avec Oh My Cream. Elle a créé un modèle unique qui allie conseils experts et clean beauty. De 0 à 30 boutiques, plusieurs levées de fonds réussies et une expansion à Londres, son parcours nous montre qu'entreprendre, c'est oser voir ce que les autres ne voient pas. Bonjour Juliette, comment vas-tu? Et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Skills. Salut Nadia, moi aussi je suis ravie d'être là. Alors, l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, c'est une course d'endurance où la vision, elle va guider chacun de nos pas. Les racines de l'entrepreneuriat, j'aimerais bien connaître qui est Juliette en dehors de Oh My Cream. Eh bien, je suis une femme de 37 ans maintenant, mariée. J'ai 2 petits garçons de 2 ans et demi et de 5 ans. J'ai grandi dans une famille assez nombreuse, recomposée sur le tard, remplie de beaucoup d'amour. On m'a donné pas mal de valeurs très tôt, la valeur travail, la valeur plaisir et épanouissement aussi. Et je pense que j'ai été élevée dans un petit cocon rempli de joie et qui m'a donné beaucoup de confiance en moi pour la suite, ce qui a été probablement assez déterminant dans mon parcours a posteriori, s'il faut post-rationaliser les choses. Je pense que ça a fait la différence. Est-ce que tu as justement une histoire personnelle qui t'a inspirée, tu vois, quand tu parles de confiance en soi? Est-ce que ça a été ta maman, ton papa, une figure d'autorité qui t'a donné cette confiance, en tout cas que tu as pu identifier? Ouais. Un petit peu des deux. Je pense que mes parents ont en commun, alors ils ont des carrières professionnelles très différentes. Ma maman est chirurgien et mon papa était entrepreneur. Mais dans les deux cas, ils ont beaucoup travaillé, ils ont fait beaucoup d'études, ils ont toujours été dans des métiers passion, l'un comme l'autre, même si l'un est dans le business et l'autre dans la médecine. Je les ai toujours vus aller au travail avec bonheur, se battre, donner beaucoup. Et je pense que ça m'a beaucoup inspirée dans les activités qu'ils nous faisaient faire quand on était petits. Moi, j'ai fait beaucoup de danse classique et de piano. Ça me prenait tout mon temps de libre. Et je me souviens qu'ils me disaient, dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, mais il faut le faire bien. Alors, ça peut ressembler à une forme d'injonction. Hein. Enfin, ça ne va pas sans aucun inconvénient, je pense. Je me suis toujours beaucoup mis la pression. J'avais l'impression que si on n'était pas le meilleur dans son domaine, ça servait à rien d'y aller. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais insuffler peut-être un peu différemment à mes enfants. Moi, j'ai envie de leur dire, en fait, si tu prends du plaisir dans telle activité, quand bien même t'es pas le meilleur, quand bien même c'est pas un sport de compétition, c'est très bien et c'est pas grave. Ça, je pense que c'est peut-être quelque chose qui m'a manqué. Mais voilà, globalement, on m'a appris à aller au bout des choses, à avoir pas mal de discipline. Parce que la danse classique, comme le piano, ça exige du travail quotidien. Donc ça apprend beaucoup la discipline. Et voilà, et moi, on m'a un peu biberonné à l'idée que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie. Tant que je travaillais dur pour y arriver, tout était possible. Et ça, c'est beaucoup mes parents qui me l'ont montré, ou même mes grands-mères. Enfin, moi, j'ai une grand-mère qui a été une des plus jeunes pilotes à l'époque où les femmes pilotaient pas des avions. Voilà, qui m'a appris à lire très jeune. Enfin, on était une famille pas mal dans le dépassement de soi, je crois. Et en tout cas, ça m'a donné la conviction intime que dans la vie, on pouvait faire un petit peu ce qu'on voulait. Je disais souvent en rigolant, il y a une phrase depuis 10 ans que j'aime beaucoup, qui est une phrase de Walt Disney qui dit tout ce qu'on peut rêver, on peut le faire. Alors, je suis peut-être une énorme naïve et beaucoup de gens me trouvent souvent trop optimiste dans la vie. Mais moi, j'en suis assez intimement convaincue qu'il y a quand même beaucoup de choses dans la vie qu'on peut faire si on s'en donne les moyens. Ouais, moi je partage ton point de vue. C'est juste que certaines personnes l'abordent de façon différente. C'est que en mettant en face d'eux leurs grands rêves, ils se découragent, ils se disent c'est impossible d'y arriver. C'est juste qu'il faut le décomposer et commencer petit à petit. Enfin, avoir un grand rêve, c'est très important. Et commencer avec des petites actions. Et comme tu disais, il faut s'engager, se dépasser pour y arriver. Toi qui as fait du piano et de la danse classique, c'est très, y a un cadre, c'est de la discipline, et pourtant tu es quelqu'un de très créatif parce que tu penses différemment, tu es assez disruptive dans ta façon de penser. Ça, tu t'es partie le chercher où? C'est une très bonne question.
Je sais pas, parce que j'ai l'impression que ça a toujours été un peu le cas, tu vois. Je sais pas, je me souviens quand j'avais 12 ans, j'avais envie de me faire des sous parce que j'avais pas d'argent de poche. Et donc, je me suis dit, ah bah mes petits frères organisaient des goûters d'anniversaire. Et je me suis dit, ah mais c'est une chienlit d'animer les goûters d'anniversaire. Mes parents ont l'air de bien galérer. Bah moi, je vais monter une société d'animation de goûters d'anniversaire. Tu sais, société, c'est un bien grand mot. Je suis allée déposer des petites cartes de visite à tous les voisins de la rue. J'ai toujours fait des petits boulots un peu comme ça, rigolos, atypiques. En plus des classiques babysitting et cours de maths. Mais tu vois, je donnais des cours de maths. Mais pareil, je me suis dit, finalement, oui, ok, toutes mes copines donnent des cours de maths. Mais moi, je vois bien que là, l'échéance du brevet approchant, les élèves sont en stress. Moi, en fait, chez mes parents, je vais organiser des stages pendant les vacances scolaires. Génial. Et je vais réunir tous mes élèves et leurs copains. Et je vais imprimer des polycopiés. Enfin, je pense que j'ai toujours aimé monter des choses, monter des projets. Moi, justement, plus le rêve était grand, plus c'était gros, plus ça m'attirait. Mais je saurais pas te dire. Alors, même si c'est très orienté discipline, la danse et le piano, c'est quand même des domaines très Créatif, créatifs, tout à fait. qui exigent pas mal aussi de sensibilité. Donc, je pense que ça, j'ai toujours aimé ça. Mais je suis assez incapable de te dire d'où ça vient. Alors, comment elle est née cette vision d'une alternative, si je peux dire, à Sephora? Alors moi, j'ai toujours été passionnée de beauté, j'adorais ça. Et quand j'ai terminé mes études en école de commerce, je me suis juste rendu compte que je me reconnaissais quand même de moins en moins dans les grandes enseignes de parfumerie sélective qu'on connaît tous, qui ressemblaient plus à des grands supermarchés de la beauté qu'à des endroits où je pouvais avoir vraiment du conseil. Et moi, j'ai toujours eu une peau à problème, donc voilà, je trouvais pas de solution. Je trouvais que c'était un univers qui à la base me passionnait mais qui finalement m'inspirait de moins en moins, que je trouvais de moins en moins désirable et dans lequel j'avais de moins en moins confiance. Donc on parlait pas encore de clean beauty à l'époque à proprement parler, le terme n'existait pas, mais j'ai eu le sentiment que j'étais peut-être pas la seule à avoir envie d'autre chose, d'une enseigne plus à taille humaine, avec une offre de marque un peu différente, probablement un peu plus efficace aussi, et avec beaucoup plus de conseils. Donc en fait une somme de 1000 petits détails dont moi je ressentais le besoin en tant que consommatrice, et puis alors naïve, inconsciente, biberonnée à l'entrepreneuriat, en fait je me suis pas tellement posé 1000 questions. J'ai fini mes études, j'avais la boule au ventre à l'idée de signer un CDI ou de m'engager dans une voie, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et donc là, il y a plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont dit, en fait, je sais pas, t'es passionnée par la beauté, t'as envie de faire les choses un peu différemment, en fait, juste lance-toi. Je dis, oui, c'est évident. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à travailler sur Oh My Cream, qui a vu le jour assez rapidement après. Quand tu te dis, je sais pas trop ce que je vais faire, j'étais pas à l'aise à l'idée de signer un CDI, tu vas poser des questions auprès de qui, en fait? Parce que tu vas prendre des conseils, tu vas te confronter tes idées, t'écoutes qui à ce moment-là? Alors, si je suis tout à fait honnête, pour moi, ça a été beaucoup plus violent que ça. En fait, j'avais suivi une voie toute tracée, la prépa HEC, les SEC, et donc les conseils qui allaient bien sur les recommandations de mon papa pour justement m'ouvrir toutes les voies en contrôle de gestion, en conseil, dans l'univers un peu financier, mais avec des stages pareils chez les copains des parents, donc un peu pistonnés, donc qui m'apportaient un peu rien, où je faisais pas grand-chose, où j'étais pas motivée. Ça me parle donc, bien ce que tu dis, parce que je suis passée par cette case, tu vois. C'est ce qu'on se disait au départ, c'est un processus. Moi, j'ai été dans la finance de marché parce que j'ai fait des études de finance. Et ça, pour moi, devenir entrepreneur, ça a été un processus. Il a fallu que j'apprenne à me connaître davantage. Exactement. Pour y aller. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu vas tout de suite confronter tes idées. En fait, finalement, tu t'écoutes. En fait, voilà, ça a quand même été un chemin. En gros, pendant toutes mes années d'école de commerce, moi, j'étais profondément déprimée parce que justement, j'avais suivi cette voie toute tracée sans me poser de questions, en me refusant de me fermer des portes, donc en restant sur ces voies généralistes que sont la finance, le conseil, etc. Et en fait, j'étais très malheureuse. Et je me projetais absolument pas. Et c'est l'échéance du diplôme et donc du premier job approchant que là, j'ai commencé à faire des sérieuses crises d'angoisse. Et donc, voilà, depuis, je suis accompagnée par une psy qui m'a, je pense, aidée à mener ce travail d'introspection, à me connaître, qui m'a autorisée, je pense, à m'écouter, mais aussi parce que j'étais au pied du mur et que j'avais pas le choix. Tu n'avais pas le choix, en fait. C'était plus fort que les crises d'angoisse m'immobilisaient complètement. Et donc ça a été un chemin, en tout cas à la fin de mes études, un peu douloureux, mais pour le mieux, et c'est exactement ce que tu disais, ça m'a forcée à me connaître, à faire ce travail-là et à me dire, en fait, là, tu n'as pas d'autre choix que de t'écouter parce que sinon, tu seras profondément malheureuse. Et c'est à ce moment-là que ma maman m'a dit, t'adores la beauté, je comprends pas que t'aies pas fait un stage là-dedans, ça semble être une évidence. C'est pas superficiel, c'est pas idiot, vas-y, tu aimes, tu peux pas te tromper en faisant quelque chose que t'aimes.
Et voilà, et c'est là que j'ai commencé à creuser. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à m'épanouir dans le domaine de la beauté, parce que j'ai fait mon stage de fin d'études au Bon Marché, au département beauté, à m'épanouir dans le retail et à me dire, bon bah voilà, ça y est, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. J'aime la beauté, j'aime le retail, je m'épanouis là-dedans. Je sens qu'il reste des choses à faire et je sens que j'ai la capacité à le faire, parce qu'en fait, venant d'une famille d'entrepreneurs, j'avais toujours, à ma micro-échelle, monté des petits projets, donc je savais aussi que ça me correspondait, c'était moi, et tout ça, c'est imbriqué, et voilà, j'ai pas tellement réfléchi, je peux pas te dire le jour où j'ai pris la décision, tout d'un coup, là, ça m'a semblé tout à fait naturel et évident de monter une boîte dans ce secteur, avec un concept tout sauf révolutionnaire, mais qui répondait à mes attentes, et quand j'en parlais à mon entourage, qui semblait pas complètement déconnant en termes de proposition de valeur. Oui, c'est vrai, mais après, tu conçois un modèle qui est plutôt hybride. À un moment, si tu veux, il y a 10 ans, on est plus en train de se poser des questions, à dire, OK, on va passer tous sur le digital. Et toi, tu dis, non, en fait, non, je vais commencer par des points physiques. Qu'est-ce qui se passe, en fait, à ce moment-là? Comment tu conçois ce modèle, finalement? Alors là, c'est pareil, c'est une histoire un peu de hasard, mais donc mon petit copain de l'époque, qui est devenu mon mari, me dit, tu sais, donc là, tu as levé des fonds, parce qu'à la base, le projet, c'était de faire un pure player online, mais juste très éditorialisé, avec une sélection de marques alternatives qu'on trouvait nulle part ailleurs, avec énormément de contenu, de conseils, d'expertise. Et donc, tu lèves des fonds sur ce projet. Ce projet-là, d'accord. Exactement. À une époque, si je suis tout à fait honnête aussi, où l'argent était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, avec plein de dispositifs, loi TEPA, etc., qui facilitaient énormément l'accès des entrepreneurs à l'argent des business angels. Donc, je lève assez facilement 200 000 € sur un PowerPoint et avec un projet de pure player. Et pendant l'été, mon mec me dit, mais tu sais, les boutiques, je sais plus dans quelle discussion, les boutiques ça coûte pas si cher, puis les banques financent, tu cramerais même pas ta levée de fonds avec ça. Puis alors moi, tu penses bien, si tu veux jouer à la marchande dans un magasin de crème, il m'en fallait pas plus pour visiter des points de vente, si tu veux. Donc j'y suis allée. Pareil, la meilleure de ma meilleure amie était architecte, donc je me suis dit, en fait, pareil, ça m'a pas semblé si inaccessible. Et je me suis dit, bon, make sense. Je veux dire, pour vendre des crèmes, si moi, mon point, c'est de faire découvrir l'univers de marques différentes, de vraiment conseiller les gens dans un truc un peu à taille humaine, en fait, quoi de mieux pour présenter mon univers au client que de le construire vraiment, et qu'il y ait un écrin qui l'incarne. Ça me semblait assez évident. Et comme ça coûtait pas très cher, comme effectivement les banques le finançaient, pareil, j'ai pas trop réfléchi et intellectualisé le truc. Je me suis dit, pareil, j'ai fait un petit business plan de 10 lignes en me disant, bon, ok, mon point mort, il est là, ça me semble pas si inatteignable, let's go. Et j'ai ouvert ma boutique en l'espace de 3-4 mois. Elle est sortie de terre assez rapidement. Et c'est là, pour le coup, que je me suis dit, en fait, ça cartonne. J'ai passé beaucoup de temps dans ma première boutique qui a très, très vite, très bien fonctionné. T'étais là, dans la boutique? Ouais, avec Marion, ma toute première salariée. Moi, j'avais le petit bureau de 15 mètres carrés au-dessus, où je m'occupais avec Flore, pareil, qui a fait partie des toutes premières. On s'occupait du site internet, de tout le reste, des négociations avec les marques. Il y avait la boutique en dessous, et moi, je jonglais un petit peu entre les deux. Et donc, tu écoutais, tu savais ce que les clientes demandaient? Je passais tous mes samedis, par exemple, la moitié de ma semaine en renfort en boutique, et tous mes samedis à temps plein en boutique avec Marion. Et j'ai appris tellement. Et si tu veux, cette boutique, elle est née un peu par hasard. Tu vois, quand je te raconte comment m'est venue l'idée, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais ça a été notre chance, parce qu'aujourd'hui, on a un business à 70% retail, que je pense qu'on ne serait pas aussi connu et on n'aurait pas été aussi vite si on n'avait pas eu cette dimension retail physique qui, clairement, a fait la différence, comme tu le disais, à une époque où tout le monde misait sur le digital. Et à partir de là, ça a vraiment... Tu vois, je pense... alors, je ne sais pas en quelle année, dans le prêt-à-porter, je pense à Cézanne. Oui. Qui a un super business model, mais qui va plutôt dans l'autre sens, qui elle commence justement par le digital et après elle se dit, bon, l'expérience client, c'est important, donc je vais avoir quelques points pour pouvoir les conseiller. On est toute la même génération de marques. C'est la même génération. Morgane, de Cézanne, Glossier, tous ces trucs-là, c'était ça. C'était 2011, 2012, 2013, 2014. On s'est tous un peu lancés en même temps, mais effectivement, il y a eu beaucoup qui se sont lancés sur le format DNVB, donc online exclusivement. Et toutes, sans exception, 10 ans plus tard, sont allées à plus ou moins grande échelle dans le commerce physique. Parce que surtout post-Covid, je veux dire, les faits sont là. Les gens plébiscitent assez unanimement le commerce physique, quand bien même il est bien fait. Il y avait Guillaume Motte à une soirée, là, il y a 2 jours, organisée par Cosmetic Mag, c'est le CEO monde de Sephora, qui disait « Oui, boring retail is dead ».
Mais exciting retail is lively. Parce que, en fait, le retail à l'ancienne, à l'heure où tu peux tout acheter depuis ton canapé, enfin, je veux dire, il te faut une bonne raison de te déplacer. Le retail à l'ancienne, ça, c'est certain qu'il est mort. C'était vrai il y a 10 ans, c'est vrai aujourd'hui. C'est quoi pour toi le retail à l'ancienne? Un produit sur une étagère qu'on vient pour acheter, on passe à la caisse, on repart. S'il n'y a pas de conseil, s'il n'y a pas d'expertise, s'il n'y a pas d'expérience, de service en magasin, il n'y a absolument aucun intérêt à se déplacer versus se faire livrer chez soi par un site e-commerce. Okay. Absolument aucune. Donc nous, on a développé les cabines de soins avec des soins du visage incroyables. On a développé des masterclass. On a des conseillères qui ont une expertise complètement hors norme, qui prennent le temps, qui ne sont pas commissionnées, qui ne sont pas incentivées. Tu vois, dans des écrins où il y a toujours plein d'animations, où il se passe plein de choses. Ça, pour le coup, oui, les gens, ils sont ravis de venir chez nous le samedi et de passer 2 heures chez Oh My Cream. Comment tu fais, tu sais, quand tu construis ton business model, quels sont les indicateurs que tu as qui te permettent de dire je suis pas dans le fantasme en fait. Ce que j'ai envie de faire, il vient confronter un besoin, une réalité. Ça doit être évidemment challenging, mais à quel moment tu arrives à te dire je suis en train de bien avancer? Au stade du business plan, si tu n'as pas lancé ton projet, tu n'as aucune idée de si tu réponds à un besoin. En revanche, tu peux déjà avoir un no-go qui est quand bien même tu répondrais à un besoin, est-ce que ton business, il est viable ou pas? Et c'est pour ça que je trouve qu'un des premiers réflexes que les gens qui veulent se lancer devraient avoir, certes, c'est de travailler, entre guillemets, brainstormer soi-même sur son idée, sur son concept, mais très, 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 très vite se confronter à 2 choses. Ton client et ton business model, ton équation économique. Parce qu'en fait, ça, soit ça va être un veto, tu vas te rendre compte qu'en fait, ah oui, il y a certainement un besoin pour, j'en sais rien, des colliers dorés pour chiens, mais en fait, le collier doré, il coûte 600 balles et personne n'achètera 1000 balles ton collier pour chien. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais... donc, se confronter rapidement aux chiffres, et les gens ont peur des business plans. Les gens, ils disent, j'ai pas fait d'école de commerce, je sais pas faire. Moi, je le dis de façon très ouverte, je n'ai rien appris en école de commerce. J'ai séché la moitié des cours, pardon, papa qui m'a payé l'école de commerce, mais je veux dire, j'ai rien appris. Quand j'ai vraiment dû faire un business plan, j'ai regardé sur Google, puis tout court, en fait, j'ai ouvert un Excel et je me suis dit, ok, si je lance une boutique, bon, bah, j'ai un loyer, ok, j'ai combien de vendeuses, ok, j'ai combien de gens qui passent devant ma boutique. Mais ça, c'est pas compliqué, tout le monde l'a fait. On se met devant une boutique et on regarde dans une rue, il y a combien de gens qui passent par jour, il y en a combien qui rentrent, il y en a combien qui achètent, ils dépensent en moyenne combien. Tout ça, on sera jamais dans le vrai quand on fait un business plan. Toutes les hypothèses sont fausses par définition. L'enjeu, c'est pas d'avoir raison à 1 euro près, c'est d'avoir les grands ordres de grandeur, les grandes masses. Et donc là, si quand vous posez vos chiffres, vous vous rendez compte que oui, dans ce business-là, on marge à temps. La marge, oui, c'est un élément essentiel. Ensuite, en frais centraux, en charges, etc., prévoir ses temps, et que là, ça vous fait un truc négatif, ou tout petit, alors que vous visez de faire un truc immense, il faut se poser des questions. Donc, en revanche, de savoir à quel point on répond vraiment à un besoin, au-delà de est-ce qu'il y a un modèle économique, qui est pour moi un des premiers trucs à regarder. En fait, avant d'avoir lancé et de s'être confronté à ses premiers clients, on n'en sait rien. C'est pour ça que pour moi, c'est une évidence qu'il faut parler de son idée et pas la garder secrète. Je ne crois pas qu'il faille garder son idée secrète parce qu'on va vous la piquer, c'est pas vrai. Le prof d'entrepreneuriat à l'ESSEC, il nous dit une idée, elle vaut rien. C'est son exécution qui va compter. Donc en fait, on s'en fiche de votre idée. Vous pouvez la dire, au contraire, confrontez-la à des vrais gens. C'est comme ça qu'elle va mûrir, c'est comme ça qu'elle va évoluer. Nous, le concept Oh My Cream, il a pivoté plein de fois en 12 ans au contact du client, au contact de la réalité du marché, au contact des évolutions du marché. Donc il faut se lancer paradoxalement le plus vite possible. Pas faire n'importe quoi, mais done is better than perfect. En fait, il faut y aller parce que c'est en voyant ton client que tu vas comprendre là où tu réponds à un besoin, là où au contraire tu n'y réponds pas du tout, il faut que tu oublies cette partie-là. Comment ajuster tout ça? Il n'y a qu'en lançant que tu sais. Quel a été ton premier signal de validation? Tu sais, quand tu es en train de tester ton concept, à quel moment tu as ton premier signal de validation Quand tout d'un coup, tu ouvres ta première boutique rue de Tournon, dans le 6e arrondissement à Paris, qui est clairement un très joli quartier, mais un no man's land en matière de commerce, et que, en envoyant un simple dossier de presse, sans l'aide d'une agence, sans rien du tout, aux journalistes, en fait, toutes les journalistes écrivent sur nous. Donc là, je me dis, ok, on est forcément un peu différent des autres, parce que sinon, ils ne parleraient pas de nous. Donc là, tu envoies un dossier de presse sans passer par une agence. Voilà. Alors après, c'est comme d'habitude, tout est une histoire de chance, de rencontre. Moi, j'avais aucun contact dans ce milieu. Mais voilà, une de mes premières salariées, Fleur, avait une copine qui bossait au L, Jeanne, qui a dit, moi, je vais l'envoyer à mes copines, puis moi, je vais te faire un petit truc dessus. Mais
Mais en fait, quand on tire le fil, encore une fois, moi, avec les milieux de mes parents, je n'avais aucun contact là-dedans. C'est par ma première stagiaire fleur que je l'ai eue. Il faut activer tous les gens autour de soi, il faut s'entourer, il faut demander, il faut oser parler. En plus, à l'époque, il n'y avait pas Instagram. Aujourd'hui, avec Instagram, tu peux contacter qui on veut, on peut demander de l'aide. Je dis pas qu'on se prend pas 15 portes, mais il y en a toujours une qui s'ouvre. Et donc, en fait, il y a quand même toujours plus de choses. Il faut pas s'arrêter à « je sais pas faire un business plan, j'ai pas les contacts, je connais pas ce milieu ». Enfin, franchement, dans ce cas-là, c'était mon cas et on fait rien. Mais donc, très rapidement, pour revenir à ta question, très rapidement, les journalistes ont écrit dessus. Et en fait, tout de suite, il y a des gens qui, par je ne sais pas quel miracle, ont poussé la porte de notre boutique. Et en fait, on a fait des chiffres de dingue assez vite. Donc, très, très vite, je me suis dit « Ok, cette clientèle CSP+, de Saint-Germain-des-Prés, en fait... elle veut pas consommer que du Dior et du Chanel et du Guerlain parce qu'elle vient chez moi et elle est trop contente d'acheter du Tata Harper, du Dermalogica, de découvrir autre chose, d'un peu différent, de finalement pas plus cher, de diablement efficace quand elles reviennent te voir en fait, d'un peu sexy et cool parce que ça ressemble pas à ce que leurs copines ont dans une boutique un peu dans l'air du temps, enfin... Donc voilà, en fait, les chiffres de la boutique et la couverture presse m'ont montré que j'allais à peu près dans la bonne direction. Et ça, c'était les premiers mois. Est-ce que tu peux nous raconter ta première levée de fonds ? Comment tu l'as préparée ? Les business angels ou la première vraie levée de fonds avec des fonds d'investissement ? Les premiers. Allez, les premiers. Alors, la première levée de fonds, un peu facilitée. Donc, je fais mon business plan. Évidemment, je me rends compte que, en fait, il faut que j'achète des stocks. Ça coûte cher. Il faut que je développe un site. À l'époque, il n'y avait pas Shopify. Tu mets de l'argent au début ? Tu mets de l'argent au début ? Moi, j'avais rien. Je sortais d'école de commerce. Tu n'as rien demandé à tes parents ? Alors... Au début, vraiment, je bossais sur le projet. Okay. Donc, je demandais rien à personne. Je faisais tourner mon Excel. Donc là, je me rends compte qu'en fait, il faut un peu de sous. Surtout que j'avais vraiment envie, alors là, moi, pour le coup, de faire gros, vite, bien. Je suis pas dans la demi-mesure, globalement, dans la vie. Donc, voilà, je fais mon business plan et je me rends compte qu'il faut plusieurs centaines de milliers d'euros pour démarrer tel que je le voulais. Et donc là-dessus, c'est là que, entre guillemets, pour le coup, là, mon milieu m'a aidée. Mon mari était expert comptable, il aidait pas mal de startups. Mon père était dans l'entrepreneuriat. Et donc, en fait, ils m'ont tout de suite dit, la solution à ces problématiques-là, c'est pas les banques, parce qu'ils te financeront pas tes stocks et un site internet ou même tes premières embauches ou tes dépenses marketing. Il faut lever des fonds. Donc j'ai appris ce que c'était lever des fonds. En gros, c'était faire une jolie présentation et convaincre des gens en face de moi de mettre des sous dans ma boîte contre quelque part. Ok, une fois que j'ai compris ça, c'est pas très compliqué, il me faut ces gens. Et donc, pareil, j'ai activé un peu mon réseau et j'ai trouvé dans mon réseau, mais à la base, il y avait plein de clubs aussi à l'époque de business angel. J'aurais pu taper à ces portes-là, mais il se trouve que moi, j'avais quelqu'un qui était gestionnaire de patrimoine et qui accompagnait son portefeuille client dans des investissements, dans des startups, dans le cadre de la défiscalisation, dans le cadre de la loi TEPA. Et voilà, donc il m'a dit, tu loues une salle et tu pitches devant moi mes 30-40 clients et puis on voit combien de chèques tu récupères à la fin. Donc j'ai préparé cette présentation, j'avais mal au ventre comme j'ai jamais eu mal au ventre de ma vie. Tu prends la parole devant des investisseurs. J'étais extrêmement stressée. Je me souviens de ce moment parce que je me souviens avoir dit à mes parents, chez qui j'habitais à l'époque encore, j'avais 24 ans avant d'y aller, j'ai dit je vais pleurer, je vais vomir et je vais sortir en courant. Et tu vois, mon père m'a dit... si tu le fais, c'est pas grave, je courrai après toi en courant et on reverra plus jamais ces gens-là, c'est pas grave. Ouais, ça m'a aidé à dédramatiser. Je me suis dit, il n'y a pas d'enjeu en fait, c'est pas grave, au pire demain je vais chercher un job en fait, si j'ai pas d'argent et que j'arrive pas à monter ce projet. Il fallait montrer patte blanche, il fallait montrer qu'on s'investissait un peu dedans, il fallait quand même, normalement quand on lève des fonds, il faut mettre un peu de ses sous aussi, sauf que moi j'avais pas de sous. Donc mes parents m'ont dit, allez, on te file 5 000 euros, comme ça, sur le papier quand même, dans tes statuts, la constitution de sa société, t'as quand même mis des sous. Et après, tu vas lever le reste. Et donc, j'ai préparé cette présentation sur un concept quand même assez féminin devant une assemblée composée à 100% d'hommes, 60 ans, pas du tout dans ma cible, tu vois. Et j'ai récolté 200 000 euros à la fin de cette présentation. Je sais pas par quel miracle. Je pense que ce qui fait la différence dans les levées de fonds, il y a plusieurs choses. Il faut être, et de toute façon c'est la qualité première d'un entrepreneur, il faut être habité par ton projet. Il faut être tellement convaincu que tu ne peux pas ne pas convaincre les autres, tellement t'es convaincu. Après, il faut avoir bien fait ses devoirs. C'est-à-dire que je pense que les gens, ils ont confiance dans quelqu'un qui semble à peu près carré, à peu près rigoureux, parce qu'on demande quand même à cette personne, quand on lui demande de l'argent, de monter une entreprise. Donc il faut plein de choses, comme compétences ou comme qualité, et il n'y a pas deux entrepreneurs qui ont le même profil, mais si on n'est pas capable de pondre un PowerPoint à peu près joli, un Excel qui tient à peu près la route, encore une fois, les gens en face de moi n'étaient pas plus capables de challenger mes hypothèses que moi, personne n'y connaît rien, mais ils sont capables de dire si c'est à peu près logique,
à peu près fondée sur des hypothèses rationnelles. Est-ce que quand même tu as regardé 2-3 chiffres du marché? Est-ce que tu as creusé le secteur? Est-ce que tu sais me dire qui sont tes concurrents? Bref, faire ses devoirs en fait, tout simplement. Donc ça m'a demandé des semaines et des mois de travail, de préparer cette présentation, de me préparer à toutes les objections, à tout. Donc être très convaincant, très habité parce que l'enthousiasme est communicatif, bien faire ses devoirs, avoir une présentation qui est bien ficelée, qui est propre, avoir bien travaillé son sujet. Finalement, à ce stade du projet, c'est l'essentiel. Tu parlais d'un point intéressant quand tu parles je m'étais préparée à toutes les objections. Tu les as Comment tu as fait pour les avoir, les objections, alors que tu es dans ta première levée de fonds? C'est comme tout le monde, tu sais, tu demandes à ton mari le soir au dîner, tu demandes à tes frères et sœurs, tu demandes à ta meilleure copine, tu essaies de trouver des gens un peu dans le milieu. Enfin, franchement, moi, j'en avais pas. Donc, en gros, ça s'est limité à mon mari et mon père à l'époque parce qu'il était entrepreneur. Mais en fait, et tu prends pas contact avec des gens qui sont dans le milieu de la beauté, qui ont une longueur d'avance sur toi pour... Si, mais moi, j'en connaissais aucun. D'accord. Et à l'époque, Instagram, tout ça, ça n'existait pas. Donc, il n'y avait pas beaucoup de rôle modèles aussi, tu vois, féminins dans l'entrepreneuriat. Et puis, de toute façon, que je ne les connaissais pas. Donc, non, j'avoue, je me suis pas... J'ai toujours été très mauvaise, moi, en networking, tous ces sujets-là. J'ai jamais accordé beaucoup de temps à ça. En tout cas, très tardivement. Donc, non, à l'époque, vraiment, j'ai un peu foncé bille en tête. Et en fait, je me suis améliorée dans l'exercice au fil de mes levées de fonds. Parce plus que tu en fais, plus te... Ouais, au total, on a levé 20 millions d'euros sur tu fais quoi, 4 levées de fonds. 4 levées de fonds. C'est ça, en vrai, qui te professionnalise à l'exercice. C'est à force, en fait, de te confronter à des investisseurs. Il n'y a jamais que leurs questions qui sont les plus pertinentes. Et dans une levée de fonds, tu as toujours plusieurs investisseurs, entre guillemets, en compétition. En tout cas, au stade des fonds d'investissement, les business angels, entre guillemets, tu prends tous ceux qui veulent bien te faire un chèque. Donc ça, j'en ai fait 2 un peu coup sur coup. Ensuite, il y a eu un family office qui a mis 1,3 million 2-3 ans plus tard. Là, pour le coup, il était en compétition, entre guillemets, avec d'autres family office. Donc là, les questions des uns alimentaient mon argumentaire pour l'autre, tu vois. Et au stade des fonds d'investissement, la démarche, elle est un peu différente. En fait, on co-construit pas mal. C'est-à-dire que quand je suis allée chercher de l'argent en 2016 auprès de Utopia, j'arrivais en disant, je sais plus, je faisais 2 millions et quelques de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça, 2 ou 3 millions. Et j'ai dit, il me faut 2 millions et je veux faire 10 millions dans 5 ans. Ils m'ont dit, OK, bon, là, t'as pas compris. Nous, on va mettre de l'argent parce qu'on croit à ton projet, mais en fait, tu vas lever 6 millions et tu vas viser 50 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 5 ans. Et on a refait... Et donc, tu vois, entre guillemets, je m'étais trompée. Parce que moi, j'étais habituée aux interlocuteurs business angel, donc c'est très bon père de famille qui veulent des business ultra rentables, des croissances assez mesurées, parce que réalistes, tu vois. Le fonds d'investissement, c'est une toute autre histoire, c'est un tout autre monde. C'est pas du tout les mêmes attentes, en fait. Et en fait, on co-construit pas mal avec eux, et c'est ça qui est chouette. Et c'est quoi les moments clés dans ta négociation avec justement les investisseurs ? Alors, le premier moment clé, c'est d'arriver à décrocher le premier rendez-vous. Donc, c'est ce qu'on appelle le deck, l'executive summary. Ça, c'est arriver à synthétiser ta presse qui fait, je sais pas, 20, 30, 60 slides en 1 à 4. Et ça, c'est un exercice hyper intéressant. Et là, il faut être très percutant avec les bons chiffres, les bons éléments de storytelling, le bon niveau d'incarnation, de données sur le marché. Ça, c'est clé. Parce qu'en fait, les gens, ils reçoivent que ça dans leur inbox. Et c'est là-dessus qu'ils décident si... Et généralement, c'est un analyste junior qui reçoit tout ça et qui décide si oui ou non il t'accorde un premier rendez-vous. Donc la première étape, là, elle est clé parce que ça détermine beaucoup de la suite, je pense. Ensuite, tu rentres généralement dans des échanges avec un fonds d'investissement où là, ça se joue en plusieurs rendez-vous, c'est peut-être un peu plus light. Et généralement, tous, ils ont ce qu'ils appellent la management presentation. Là, vraiment, là, ça passe d'un cap et là, on passe en comité. Et là, on présente devant, en gros, les big boss du fonds. Les décideurs. Les décideurs. Okay. Et là, même si je pense qu'une grosse partie, si on en arrive à ce stade, est jouée, je pense que ça, c'est une présentation, c'est une étape vraiment clé. Tu vois, quand tu dis ce qui fait la différence, c'est que tu incarnes ton projet. Donc, il n'y a personne d'autre qui connaît mieux ton projet que toi. Mais il est habité par quoi ? C'est quoi ta mission, en fait ? Ok, j'entends, c'est d'ouvrir des boutiques avec des produits clean, mais il y a autre chose. T'es porté par autre chose, on le sent, je le vois. Ouais. C'est quoi ? Mais moi, je crois que j'aime fondamentalement les femmes, quoi. Enfin, tu vois, je bosse dans une boîte où on est 160 nanas. Bon, il y a un mec maintenant. On a un comptable. Ou 2, enfin, tu vois. Vous êtes quoi, 150 collaborateurs ? Ouais, un petit peu plus. Et vous êtes donc, il y a 148 femmes. 99,999 femmes, ouais. C'est pas une volonté délibérée, évidemment. Oui. Hein, mais je veux dire, il se trouve que c'est comme ça. Et ceux avec qui étaient prestataires ? Est-ce que il y a un peu plus d'hommes. Ouais. Un peu plus d'hommes, et tu essaies de garder cet équilibre aussi avec tes prestataires qui ne sont pas internes à ta structure ? Nous, on essaie d'avoir un maximum d'hommes, si tu veux, parce que je suis pour la parité globalement et je pense que c'est très bénéfique. Mais il se trouve qu'on est dans des univers majoritairement féminins. Et moi, je m'éclate. Si tu veux, quand j'étais en boutique la première année et que je voyais
La différence que tu peux faire, parce que oui, vendre des crèmes, il n'y a rien de plus superficiel, sauf qu'en fait, le débat, il n'est pas là du tout. Tu prends soin des femmes, tu les invites à prendre soin d'elles, tu leur donnes confiance en elles. Tu vois, ces moments où en fait, elles parlent d'elles, elles parlent de leur peau, où tu les invites à prendre ce temps pour elles, où tu leur expliques comment se sentir mieux. Enfin, c'est comme un vêtement. Moi, j'imagine que toi, c'est pareil. Selon comment tu es habillée, selon comment tu te sens, tu vas pas aborder ta journée de la même façon, ni avec le même enthousiasme, ni avec le même niveau de confiance en toi. Moi, je suis convaincue que le vêtement, comme la beauté, la façon dont on se présente au monde, est tout sauf superficiel et impacte beaucoup ton vécu, ton quotidien, ce que tu vas arriver à faire ou ne pas arriver à faire. Moi, j'ai des tenues, tu vois, pour mes boards, pour mes événements presse, et c'est pas neutre, en fait. Ça change une partie. C'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, mais ça change une partie de ma personnalité. Donc, en fait, nous, le métier qu'on fait, de vendre des crèmes, de vendre du maquillage, de vendre du bien-être, finalement, moi, c'est ça qui me passionne, c'est faire du bien aux femmes et d'être entre femmes, de partager nos sujets de femmes. Parce que aussi, j'ai remarqué que tu peux arriver à un dîner avec une nana que tu connais pas. Tout d'un coup, tu dis, mais tu mets quoi comme produit? Puis tu vas aller dans sa salle de bain, puis elle va te montrer sa trousse de toilette. La beauté, c'est une façon de rentrer dans l'intimité des femmes de façon extrêmement facile, tu vois, extrêmement naturelle. Ça crée des liens instantanément, finalement. Et moi, c'est ça ce que j'aime, c'est les relations vraies, sur notamment les sujets féminins qui me passionnent, quels qu'ils soient. Et c'est ça ce que j'adore avec mon métier, je crois. Et ça t'aide à prendre des décisions, justement, quand tu te connectes à cette mission, finalement, d'aider les femmes, de leur donner confiance, de rentrer dans leur intimité, de les aider, de les conseiller. Est-ce que ça t'aide à prendre des décisions? Tu sais, je pense que des décisions, tu dois en prendre souvent, des décisions difficiles aussi. Est-ce que ça impacte tes décisions? Est-ce que tu as besoin d'y retourner, tu vois, pour... Toujours. C'est pour ça qu'aussi, il y a plein de façons de monter des boîtes, si tu veux. Il y a plein de gens qui vont monter des boîtes dans des domaines qui ne les passionnent pas spécialement, etc. Et c'est très bien. Mais moi, je pense qu'on a une facilité quand on monte une boîte dans un domaine qui nous passionne, qui nous habite, et finalement dont on est sa première cliente aussi. C'est que justement, quand tu as des hésitations, et plus les boîtes grossissent, plus il y a des enjeux, et plus les choix que tu fais, je trouve, peuvent être lourds ou sujets à hésitation parce que tu as peur de prendre la mauvaise décision, ce qui est vachement moins le cas les premières années parce que finalement, tu n'as rien à perdre. Et là, tu as tout à perdre. Tu as des choses à perdre. Il y a des emplois en jeu, tu as un concept qui marche, donc tu n'as pas envie qu'il marche moins bien, tu n'as pas envie de te tromper. Et bien là, de pouvoir, en gros, en synthèse, t'en remettre à tes intuitions et à tes convictions profondes, tu vois, et à cette vraie mission. En fait, souvent, justement, ça, tu vois, tu l'écoutes ou pas, cette voix, mais en fait, au fond, elle est là. Et en fait, il y a, entre guillemets, une vérité qui se dessine. Après, tu fais le choix de l'écouter ou pas, de le suivre ou pas, mais elle existe, et ça, c'est génial. Dans tes choix de tes partenaires financiers, est-ce que tu as des valeurs que tu cherches à partager avec eux? Ou est-ce que pour toi, c'est... tiens, par exemple, tu as fait 4 levées de fonds, tu as fait combien de pitch? T'as levé 4 fois, mais tu as dû faire combien de pitch, en fait, pour faire tes levées? Alors, pas tant que ça, paradoxalement. D'accord. On a vite rencontré notre audience, on a eu beaucoup de chance. Et en fait, c'est ce que je te dis, les gens qui ne sont pas intéressés, en fait, te le disent généralement avant même le stade du pitch, tu vois, par email. Ok. Mais disons que pour chaque grosse levée de fonds, il y avait généralement, initialement, peut-être 3-4 fonds, et rapidement, ça s'est descendu à 2 en compétition, entre guillemets. Donc, tu pitches quand même beaucoup. Tu les choisis? Qu'est-ce que tu attends, en fait, de ton partenaire financier? À part l'argent? Bah, écoute, à chaque fois, on les a choisis pour plein de raisons, que ce soit pour Utopia en 2016 ou pour Experience Capital Partners en 2019. Chaque fois, je pense qu'on avait vraiment des valeurs communes. Alors, des valeurs qui vont nous sembler absolument évidentes, mais on fait les choses bien. On prend pas les gens pour des idiots. On traite pas les prestataires comme de la merde. Enfin, je veux dire, ça semble bête, mais les salariés, pour moi, leur bien-être, c'est important. Enfin, toutes ces choses-là, on était alignés. Faire attention aux gens comme à la planète. Enfin, voilà, des évidences, mais qui n'en sont pas toujours. Donc, on était très alignés sur les façons de faire et sur les raccourcis qu'on n'était pas prêts à prendre toujours. Après, c'est surtout, au-delà des valeurs, je trouve un enjeu d'être aligné sur la vision, sur où est-ce qu'on veut emmener cette boîte. Parce qu'il y a toujours un aspect financier, et ça, pour moi, mes fonds m'ont énormément aidé. Je pense que My Cream ne serait pas rentable aujourd'hui sans leur aide. Vraiment, ils m'ont aidé à comprendre, justement, et à faire pivoter dans la bonne direction mon modèle économique, mon concept. Mais on a eu aussi beaucoup de débats de fonds, notamment dernièrement, parce que ça t'aura pas échappé, je pense que le contexte est très difficile pour beaucoup de marques depuis 1 an ou 2. Et nous, ça faisait 10 ans qu'on existait. C'était le moment aussi de se réinventer, de se reposer les bonnes questions. Et ça, à chaque fois, on l'a fait avec nos fonds d'investissement respectifs. Tu vois, sur des brainstorms longs, à se poser des questions qui n'étaient pas que drivés par l'impact financier, mais par
comment justement on n'endommage pas cette marque qu'on a mis des années à construire. Voilà, moi c'est ça que je recherchais. Des gens qui étaient autant habités par notre marque et par notre mission que nous, et pas juste par l'aspect financier, parce que sinon il y a forcément, tu as toujours des moments où même si globalement tu gères un business, c'est pas une association à but non lucratif, donc c'est évidemment ça qui guide et c'est pas honteux, c'est ça qui guide tes décisions, c'est ce qui fait que ta boîte elle tient sur le long terme, donc c'est pas honteux de prendre des décisions financières, ça sauve des emplois, ça fait des boîtes qui tiennent dans la durée. Mais il y a forcément toujours des moments aussi où tu prends des décisions qui sont au bénéfice de ta marque, de ton capital de marque, de ta vision long terme, et qui sont au détriment d'un aspect financier à court terme, tu vois. Et ça, moi, j'avais besoin d'être certaine que mes actionnaires seraient prêts à faire ce type de choix quand c'est pertinent de le faire, pour justement au bénéfice du long terme et du beau projet qu'on était en train de construire. Et c'est ça, moi, j'ai cherché chez mes actionnaires. Ça, et tu vois, dans le cas d'Expérience Capital Partners, dont la promesse, c'est d'accompagner au quotidien les entrepreneurs, ils ont dans leur fonds salariés une équipe d'experts, un dans le digital, un dans la finance, un dans l'immobilier, un dans la prod. Enfin, c'est assez unique comme modèle sur le marché. Et ils t'accompagnent, ils font quasiment partie de tes équipes. Si tu veux, ils font des points hebdo avec mes équipes, comme moi, je fais des points hebdo avec mes équipes. Et ça, c'est extrêmement précieux. Si tu veux, vraiment au-delà de l'argent, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui te disent qu'ils apportent plus que de l'argent. En pratique, c'est très rarement le cas. Tu parles de la conjoncture, tu sais ce que je te disais, j'accompagne des marques aussi dans leur levée de fonds, et la conjoncture est très difficile, c'est très très difficile de lever des fonds, et pourtant, il y a Oh My Cream, il y a Livy, il y a Cézanne, il y a une autre marque qui n'est pas française, qui est Gagny, qui sort du lot, en fait, qui sont des marques qui performent. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose en commun qui fait qu'elles arrivent quand même à surfer sur cette vague en fait qui est très difficile du retail? Qu'est-ce qui fait que là, sur les 4 noms que je t'ai énoncés, fait qu'elles arrivent à s'imposer, dont Oh My Cream? Est-ce que tu penses que c'est le concept qui est vraiment singulier, qui fait que... Non, clairement non. Enfin, si tu veux, justement, on a en commun tous, regarde, Cézanne, Gagny, c'est des marques de mode en fait. Enfin, si tu veux, il n'y a pas de concept derrière. En fait, c'est juste des marques qui marchent. C'est pas des concepts, c'est des marques puissantes. Il y a 2 choses. La première, c'est dans toutes ces histoires-là, y compris Cézanne, dont on a l'impression qu'elle s'est lancée en 2013 en même temps que moi, mais en fait, Morgane, elle avait fait les composotes pendant des années avant. Enfin, à chaque fois, c'est des travails longs. C'est-à-dire la success story éclair, le truc qui marche en l'espace de 2 ans, c'est pas vrai. Même moi, je pourrais te dire, tu vois, on a lancé en 2013, le vrai tournant dans la success story, en vérité, l'accélération, c'est 2017, quand on a lancé notre marque en propre. Donc, chacun son histoire, mais ça se fait jamais en 3 mois. C'est quand même des gens qui bossent dur et longtemps. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de mystère. Et le deuxième point, c'est que c'est des marques puissantes et pas des concepts novateurs. Alors, on ne parle pas là de Uber et Facebook, tu vois, qui sont d'ailleurs assez rares pour être notés. Mais tu vois, toutes ces marques que tu cites, moi, j'ai pas la secret sauce. Personne ne la connaît, sinon tout le monde la répliquerait. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une marque qui prend... Parce qu'au My Cream, c'est ça. En fait, nous, on vend des crèmes. On fait le métier le plus vieux du monde. Oui, mais tu dis, toi, le fait que des crèmes et Cézanne vend des vêtements... vend des fringues. Voilà, mais en fait, je pense que le point commun, c'est qu'à chaque fois, il y a des fondateurs qui ont vraiment fait les choses à leur façon. Elle est ni mieux ni moins bien qu'une autre, mais on n'a pas pensé à un concept de marketeur, on n'a pas lu 10 000 études de marché, on s'est pas dit tiens, si je mets cette pièce du puzzle avec ça fait un concept marketingement qui tient la route. Okay. Tu vois, c'est peut-être ça les démarches, j'en sais rien, des grands groupes qui n'y arrivent pas, quand ils se disent les grands groupes, venez, on va lancer nous la nouvelle indie brand en beauté, et alors ok, on a compris, il fallait que ce soit holistique, ok, il fallait que ce soit incarné, on va prendre une meuf et puis elle va l'incarner, fallait qu'il y ait des shootings comme ça, ok, on va le faire, et en fait ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de saveur, ça manque d'authenticité. Le point commun, et quand je te dis ça, je t'ai rien dit, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de recette miracle, sinon tout le monde l'appliquerait. Mais en tout cas, s'il y a un point commun évident à mes yeux, c'est que c'est des gens qui arrivent avec leur propre histoire, leur propre conviction, qui se sont fait confiance, qui ont donc développé un univers esthétique, notamment, qui n'est qu'à eux. Et donc après, moi, je pense que cette cohérence, cette authenticité-là, les gens, ils le ressentent. Et ça plaît après à plus ou moins de monde. Tu vois, tu as plus ou moins de chance sur après ce que tu vends. Mais tu vois, Cézanne, ça parle à beaucoup plus de gens que Oh My Cream. Mais comme ça, quand tu as vraiment une espèce de sensibilité, c'est-à-dire que tu sens quand même ton client, ton marché sur un sujet qui te passionne, dont tu es ton premier client, si tu veux, quand tu as cette espèce de sensibilité, quand tu es très en phase
avec les gens, les évolutions du marché, leurs besoins, leurs envies. C'est généralement des personnalités très, très sensibles, très, très éponges. Et qu'ensuite tu te fais confiance et tu es jusqu'au boutiste dans ta démarche de je vais le faire vraiment à ma façon, en acceptant de dézinguer toutes les idées reçues. Tu vois, Cézanne, ça a été quand même une des premières marques à se vendre exclusivement en ligne, parce que pour elle, c'était en ligne justement qu'elle pouvait incarner cet univers, ces visuels, c'était ça sa patte. Elle prenait de super belles photos en fait, Morgane, avant son goût pour chiner de belles pièces, tu vois. Moi, il n'y avait rien de révolutionnaire, mais je me disais juste, factuellement, ça a l'air basico-basique, mais c'est toujours aussi vrai. Et moi, je pense qu'on sous-estime beaucoup le bon sens dans la vie en général et dans l'entrepreneuriat en particulier. En fait, si tu interroges les gens autour de toi, non, personne n'a confiance dans la vendeuse chez Sephora. Non, personne trouve que la crème Dior, c'est vraiment la plus efficace. Oui, non, ça fait chier d'aller chez Sephora, ça pue le parfum, il y a la musique à fond, j'ai mal aux oreilles, je me fais sauter dessus par une nana qui est commissionnée sur Dior un jour et Chanel le lendemain. Ouais, une démarche très commerciale. Voilà, mais tout le monde te dit, mais attends, Sephora, c'est le leader en France. On peut pas remettre ça en cause. On peut pas ne pas challenger les conseillères de vente. On peut pas investir 3 semaines dans leur formation initiale. Si, en fait. Et voilà, c'est des gens qui se sont fait confiance pour penser un peu out of the box, pour faire les choses à leur façon, s'autoriser à réinventer les règles, à inventer ton propre modèle, avec finalement ce fil rouge de tes besoins, ta sensibilité, ton univers, ce qui a le mérite d'être toujours très cohérent et de transpirer de sincérité, ce qui parle beaucoup, je pense, aux consommateurs d'aujourd'hui qui ont envie de sens, qui ont envie de savoir qui est derrière un projet, etc. Donc c'est pour ça, moi, tous les entrepreneurs qui ont envie de se lancer, je leur dis, mais si par définition, tu as ton univers, tu as une vision sur le marché que tu abordes, t'as ta patte, t'as ton style, est-ce que ce sera petit, est-ce que ce sera gros, on n'en sait rien, mais ça ne peut que marcher. Enfin, tu peux pas te tromper en faisant ça. Tu peux que te tromper en essayant de ressembler à quelqu'un d'autre, de copier un truc qui a marché, tu vois, c'est pas la bonne démarche. Là, tu gagnes pas la confiance de ton client. Non. C'est vrai que chez Oh My Cream, je suis cliente de Oh My Cream, et quand j'y vais, j'ai pas besoin d'aller m'informer sur tous les produits parce que c'est pas mon métier déjà, et j'ai pas le temps. Après, je regarde, bien sûr, je suis un peu au courant, mais quand je viens chez Oh My Cream, en fait, j'ai confiance parce que je sais que le travail a été fait, me fait gagner en fait du temps, et je vais faire confiance. Ce que j'entends en tout cas dans ce que tu dis, c'est finalement, puisqu'on revient au skill de l'entrepreneuriat, c'est finalement, et c'est ce que je m'efforce aussi de dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une extension de toi. C'est une façon c'est ta deuxième peau, en tout cas, oui, c'est pas de prendre un modèle qui existe et j'essaye de le répliquer parce qu'il a fonctionné pour telle personne. Il faut vraiment que ça soit en fait une extension de toi, de tes valeurs, de ce en quoi tu crois, ce qui te passionne, ce en quoi tu es sensible et ce dont toi tu as besoin. Je pense que tu as plein de façons d'entreprendre différemment. Mon prof d'entrepreneuriat, là, il disait, moi, je me suis posé 1 an dans un bureau à la recherche de l'idée miracle, et puis je l'ai jamais trouvée. Donc, j'ai racheté une boîte qui faisait des bâches pour les travaux sur les immeubles et qui le vendait à des entreprises qui faisaient de la pub. Je suis pas sûre que ce soit une extension de lui et de ses convictions profondes, si tu veux. Il y a plein de façons d'entreprendre. Mais moi, je peux parler malheureusement que de mon cas. Et je pense qu'il est assez répandu et qu'en tout cas, si là on parle en tout cas des industries créatives, de l'univers du consumer, alors je pense que c'est un atout, oui, parce que ça te donne la possibilité d'incarner ton projet, de suivre tes intuitions plus facilement, d'être tellement plus convaincant parce que tu es ton premier client. C'est pas un passage obligatoire, mais c'est certain que c'est des atouts, en tout cas, quand tu entreprends. Quelle est ta vision de Oh My Cream sur les prochaines années? Donc, tu vas à l'international, tu es à Londres, tu as 3 boutiques. C'est quoi ta vision sur les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu as envie de faire avec Oh My Cream? Alors, je pense qu'on a atteint la bonne taille, si tu veux, pour le marché français. Et donc, effectivement, il y a 2 ans, on a commencé à ouvrir en Belgique et plus prioritairement à Londres, où on a 3 boutiques aujourd'hui qui fonctionnent bien. Et donc, l'idée, en tout cas à très court terme, c'est de se focaliser sur le Royaume-Uni, où je pense qu'il y a un potentiel équivalent à ce qu'on a pu faire en France. Et puis, à terme, sky is the limit, si tu veux. Moi, je pense qu'il y a de la place pour des Oh My Cream partout dans le monde. Une alternative, finalement, aux retailers beauté traditionnels, à la distribution sélective telle qu'on a pu la connaître ces 10, 20, 30 dernières années, avec une sélection de marques beaucoup plus pointue, avec un focus sur le conseil, avec un écrin beaucoup plus moderne, beaucoup plus inspirant pour nous les femmes, et que ça, finalement, ça n'existe pas. Il y a dans tous les pays du monde des réseaux de distribution sélective pour le parfum, pour la beauté en général, traditionnels, qui n'ont pas été challengés, et pour lesquels je pense qu'Oh My Cream représente une alternative intéressante, très complémentaire. On ne va pas du tout aller chercher la cliente qui continue d'acheter du Dior, du Chanel et qui en est très satisfaite
satisfaites, et il y en a beaucoup, et c'est très bien. Mais il y a ta toute cible une de autre toute façon. frange de la population qu'on retrouve aussi bien à Paris qu'à Londres, qu'à Berlin, qu'à New York, tu vois, ou qu'à Hong Kong, et qui a besoin de cette alternative, de cette façon de consommer un petit peu différente. Et tu fais comment pour, tu vois, rester fidèle à tes valeurs et à tes visions quand tu es confronté à un marché qui est différent? Tu vois, en l'occurrence, tu sens une différence entre le marché Ouais. anglais et le marché français. Et ben ça, c'est Comment très tu te poses? difficile. Tu vois, ça a été un des plus gros challenges pour Oh My Cream, pour moi, le développement à l'international. Parce que justement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour la première fois, j'ai pas pu complètement m'en remettre, j'ai même pas pu du tout, m'en remettre à mes intuitions, parce que c'est un marché que je connais pas. Moi, quand j'ai ouvert ma première boutique à Paris, si tu veux, la cliente CSP+, parisienne, friande de beauté, en fait, c'est moi. Donc je sais, j'ai l'impression de savoir, je me suis plantée 1000 fois, hein, mais Oui, mais tu l'as. dans quel quartier il faut aller, comment il faut s'adresser à cette cliente, comment je la touche en RP, en presse, en com. Mais au UK, franchement, j'étais hyper démunie. Hein. C'est hyper dur. Parce qu'elles aiment plus le maquillage, elles Mais elles sont... sont hyper différentes. Ah ouais, elles n'ont pas la même façon de consommer la beauté, elles sont plus orientées sur le maquillage, elles ont besoin de marques beaucoup plus exclues, elles consomment de façon beaucoup plus frénétique et compulsive, le marché est beaucoup plus concurrentiel, elles sont adeptes de la promo, enfin il y a 1000 choses qui sont pas du tout similaires au marché français et qu'il faut que tu apprennes avec de l'huile de coude, quoi, en y passant du temps, en parlant à des gens, tu compenses tes intuitions que tu avais en France par, encore une fois, beaucoup de Tu es travail. dans l'apprentissage. Donc, Exactement. et tu fais quoi là? Tu t'adaptes à 100% ou tu te dis, ok, j'ai une lecture, j'observe un peu ce qui se passe, mais je vais pas m'adapter à 100%, je Non. reste quand même fidèle à ce que j'ai Évidemment. envie d'apporter. C'est ça la décision dont je te parlais tout à l'heure, où tu dis, bon, je suis dans un marché finalement que je connais peu, qui est différent. Pourtant, nous, au My Cream, ce qu'on veut, c'est redonner confiance en femmes. Il y a quand même une part d'authenticité, de vérité, de clean. Et pourtant, tu te retrouves confronté à un marché qui est un peu plus différent. Tu fais comment pour rester toi-même, garder les valeurs de la mission de ton entreprise, et tu es confronté à un marché qui est différent? En fait, la beauté de cette mission et de cette raison d'être pour Oh My Cream, c'est qu'elle est universelle. C'est-à-dire que partout, les femmes ont envie de prendre soin d'elles. Partout, elles ont envie d'avoir confiance dans le retailer chez qui elles achètent leurs produits. Partout, elles sont un peu perdues. Voilà. Donc, si tu veux, les curseurs qu'il faut ajuster, c'est... on aime toutes consommer aussi un peu différemment des marques qu'on voit pas à tous les coins de rue. En tout cas, notre cliente, c'est ce qu'elle aime. Elle existe aussi au UK. C'est juste que les marques étaient différentes chez nous, qu'on trouvait nulle part ailleurs en France. Il se trouve que là-bas, on les trouve chez d'autres enseignes. Elles sont plus largement répandues. Donc, je vais ajuster mon offre. Mais ça, c'est pas revoir tellement mon concept. C'est ajuster le symptôme, la partie émergée, pour finalement toujours au fond avoir la même mission. C'est permettre à ces femmes à Londres qui ont accès à beaucoup de choses de quand même savoir discerner le meilleur, de quand même avoir accès à un bon conseil, et là pour le coup il y en a nulle part. Donc oui, nos marques par exemple sont plus largement distribuées là-bas. Donc il faut que je trouve d'autres marques exclusives pour ce marché-là, tout aussi bonnes et efficaces à mes yeux, mais pas les mêmes. Par contre, le niveau de conseil, catastrophe là-bas. Donc là, je change rien. Vraiment juste, elle découvre par elle-même la puissance d'un conseil expert, transparent. L'écrin un peu moderne, un peu instagrammable, un peu féminin, doux, raffiné, pareil. En fait, là-bas, ils ont les grands department stores, ils ont les grands Space NK qui sont l'équivalent d'un Sephora chez nous, ils ont les parapharmacies Boots, enfin, c'est génial, hein, mais c'est pas très inspirant. Bon, voilà, là aussi, j'ai une carte à jouer, donc si tu veux... oui, il y a le curseur de la promo, oui, elles sont très drivées là-bas. Donc là-bas, le programme de fidélité, il est plus important qu'en France. Il faut peut-être le twister un peu. Mais c'est pas changer fondamentalement ton concept, qui tu es et ta proposition de valeur. Tu adaptes quelques éléments de ton service, quelques éléments de ton offre. Ça reste à la marge. Ça reste beaucoup de boulot pour le taper juste, et c'est essentiel. Mais tu changes pas fondamentalement qui t'es. Et ça te demande évidemment du temps. Donc, tu as dû passer du temps en Angleterre. Alors maintenant, on a Margot, qui est notre general manager pour le UK, qui fait ça très bien. Mais oui, à l'époque, la première année, j'y passais quasiment une semaine par mois, ouais. T'as fait comment pour faire ton équilibre pro-perso? Parce que tu m'as dit que tu avais 2 enfants. À cette époque-là, il était très compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit au bout d'un moment, autant ça m'a fait vraiment plaisir et c'était un sacrifice totalement assumé à l'époque. Mais tu vois, je venais d'accoucher de mon deuxième. Donc tu vois, on a trouvé des modus vivendi. Quand j'ai ouvert et qu'on est resté quasiment 10-15 jours sur place, ils sont venus me rejoindre là-bas avec mon mari, tu vois, pour pas que je les voie pas.
mes enfants. Et le reste du temps, oui, c'était quelques jours par mois où j'étais pas là, mais j'étais très au clair sur le fait que je le ferais à horizon 6 mois, 1 an, mais plus, c'est pas possible. Parce que C'est ce qui t'a permis de tenir, c'est de savoir que tu le ferais pas à long terme. C'était ponctuel et absolument nécessaire de toute façon. Donc, t'as pu compter sur qui à ce moment-là, justement alors moi j'ai un mari qui fait au moins autant que moi à la maison, donc on a une répartition très équilibrée, donc ça s'est fait extrêmement naturellement. J'ai une nounou top à la maison qui fait que je suis pas très emmerdée par la logistique, l'intendance et les dépôts à droite à gauche des enfants. Maintenant, moi je crois beaucoup au fait d'être beaucoup à la maison. Je crois pas au fait de voir ces gamins. Enfin c'est personnel, hein, c'est pas du tout une vérité. Hein. Mais moi je peux pas avoir 15 minutes de temps de qualité le soir avec eux. Enfin, j'ai besoin d'être là à 18h30 ou 19h pour passer vraiment 1h30 ou 2h avec eux. Sinon je suis en manque. Donc ça m'a manqué cette première année. J'ai compensé aussi par... j'acceptais aussi à l'époque beaucoup de sollicitations, tu vois, mes premières années de maternité, j'acceptais encore beaucoup de sollicitations le soir, ou tu vois. Bon, en fait, comme maintenant j'avais ça que je pouvais pas cutter, c'est là que j'ai commencé à dire non de façon assez systématique aux sollicitations le soir, pour que vraiment, en dehors de ces quelques jours par mois où j'étais pas là, être vraiment de façon assez systématique à la maison le soir. C'est un petit peu comme ça que je retrouvais mon équilibre, en prenant aussi des petits jours off à droite à gauche, pour avoir du temps soit un peu seule pour récupérer, parce que c'est des rythmes quand même assez intenses, soit avec mes enfants pour compenser les soirées où j'étais pas trop là. Et voilà, savoir que c'est une phase, qu'elle passe et que je compenserai à un autre moment. Moi, je crois pas qu'on peut tout faire à fond en même temps. C'est impossible. Et je pense que les femmes qui vous font croire qu'elles y arrivent mentent. On peut pas tout faire à fond. Moi, il y a des moments, toutes les premières années de ma boîte, je bossais nuit et jour, je prenais 0 vacances et ça m'allait très bien. Je pense que c'est pas des rythmes tenables dans la durée, et la maternité m'a forcé à revoir mon modèle, et en fait c'est très bien, parce que de toute façon j'aurais pas tenu comme ça, c'est un marathon, c'est ce que tu disais au début. Et là j'ai une phase où clairement je rentre très tôt le soir, je bosse pas 50 ou 60 heures par semaine, mais je sais que ça va pas durer, et je sais que c'est en fait non négociable. Enfin, les jeunes années de mes enfants, c'est trop précieux. Donc ma boîte est très précieuse à mes yeux, et je fais attention d'être extrêmement efficace. Résultat, sur le temps que j'ai au travail, j'optimise beaucoup d'autres choses pour tirer le maximum, entre guillemets, du moindre temps que j'ai versus celui que j'avais à consacrer à mon travail il y a quelques années. Et je sais que je redonnerai encore beaucoup plus d'heures que ce que je fais aujourd'hui quand mes enfants seront peut-être un petit peu plus grands. C'est des phases. Il faut faire les choix et les accepter sereinement en se disant que c'est une phase. Et que tu as pris des décisions justement avec l'expérience que tu as eue avec des enfants en bas âge. Là, tu dis, bon, le soir, en fait, je vais souvent dire non parce que j'ai envie de passer du temps avec mes enfants. Tu sais, le fameux agenda qui te permet d'être très productive, ne serait-ce que savoir déléguer, ou je fais pas de déjeuner. Ouais. Est-ce que tu as des tips justement de personnes très occupées comme toi et qui ont aussi une vie familiale et qui ont besoin de cet équilibre et qui mentent pas, en fait, qui vont pas dire je suis dans les deux alors qu'en réalité c'est déséquilibré. Qu'est-ce que tu as pris comme décision, tu vois, assez concrète et tangible qui permet de tenir cet équilibre? Alors, très concrètement, donc, je ne fais jamais de déjeuner. Jamais, 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 parce que ça coupe vraiment ma journée en deux. Je perds du temps dans le trajet aller, retour, etc. Donc, sauf quand c'est moi qui sollicite quelqu'un pour un rendez-vous, auquel cas je me plie un peu à la personne. Globalement, moi, j'ai l'avantage et l'inconvénient d'être très sollicitée. Donc, les règles du jeu sont très claires. J'ai mis mes bureaux à 5 minutes de chez moi. Ça change la donne. Je fais tous mes rendez-vous, généralement extérieurs, en petit déjeuner, parce que comme ça, je perds pas de temps. Et après, j'attaque ma journée à 10h et je perds pas de temps au milieu. Donc, je fais beaucoup de petits déjeuners et 0 déjeuner. Je les fais en bas de mon bureau parce qu'il y a un café génial. Et en fait, c'est là où ça n'est pas. Il y a toujours des exceptions. Hein. Dans toutes ces règles d'Ayatollah, c'est des 80-20. Mais ça donne quand même un cadre, l'essentiel du temps. Je bloque les plages de mon agenda dans lesquelles mes équipes peuvent me plugger des rendez-vous, etc. Mais en fait, quand j'ai dit que le vendredi, je n'avais pas de réunion, et qu'en fait, passé 18h, j'avais pas de réunion parce que comme ça, je peux faire mes mails ou mes messages ou juste déborder un quart d'heure, une demi-heure et après, je rentre chez moi. En fait, il n'y a pas de débat. Il y a toujours une bonne raison de rajouter cette réunion. Hein. C'est jamais illégitime quand on me dit « mais là, tu te rends compte, sinon ça fait le point dans 2 semaines, machin ». Si c'est négociable, ça saute tout le temps. C'est comme le sport. Si tu dis « je peux le rater », tu peux être sûr que tu le rateras toutes les semaines, tu auras toujours une bonne raison de le rater. Bonne raison, tout à fait. Donc moi, c'est bloqué. Et en fait, c'est dur au début d'assumer ça, hein, parce que je me dis, ah là, mes équipes, elles vont me dire, peut-être que là, je suis pas assez là pour elles. Ou... Non, je vais cutter autre chose, peut-être de moins important, je vais reprioriser, mais ça rentrera dans ce 9h, 18h30. Sinon, c'est non. Ensuite,
J'ai thématisé mes journées parce que à journée, à temps de travail égal, tu n'es pas aussi productif et surtout tu n'es pas aussi rincé le soir. Quand tu as fait, donc moi je fais globalement 10 heures de back-to-back meetings par jour et c'est comme ça, sans pause, sans rien. Donc je déjeune une salade en réunion, voilà. C'est pas pareil d'avoir enchaîné un entretien RH, un board investisseur, un brainstorm sur le prochain développement produit au My Cream Skincare, un point sur la situation comptable et un event RP le soir. T'es mort. T'as mis ton cerveau sur tellement de modes différents, tu passes du coq à l'âne, c'est horrible. Et ça a été toutes mes premières années d'entrepreneuriat. J'étais lessivée le soir. Lessivée. T'as plus envie de parler à personne. Et ça, c'est dommageable aussi pour ton équilibre pro-perso parce qu'au-delà du temps que tu dédies à ta vie personnelle, il faut de l'énergie qui te reste. Et donc, j'ai thématisé mes journées. Le lundi, c'est mes points hebdo avec mes équipes. Donc, je suis en mode, en gros, management, on fixe les prios, on fait le point sur les perfs. Le mardi, c'est ma journée créative. Je passe mon cerveau sur un autre mode. On brainstorm sur les lancements produits, sur les nouveaux concepts, sur, tu vois, tous ces sujets. Donc, plutôt un début de la semaine. Même partie de mon cerveau. Le vendredi, je n'ai jamais de réunion. C'est là que je peux écouter des podcasts, lire Business of Fashion, faire un café pour le coup un peu plus avec un entrepreneur dans un autre domaine. Moins formel. Voilà, réfléchir à la strat, visiter des points de vente, aller au bon marché, voir ce qui se passe, aller tester un soin dans cet endroit qui a l'air génial. Enfin, donc tu vois, ça c'est ma journée plus inspiration. Et donc les mercredis, jeudis, c'est les 2 seules journées qui sont pas thématisées, qui sont un peu ouvertes. Où je peux caser des rendez-vous extérieurs, des points d'équipe pour débloquer sur des sujets ou sur des projets qu'on a en ce moment. Donc, c'est les journées, entre guillemets, les plus fatigantes parce que là, je passe du coq à l'âne, mais au moins, lundi, mardi, vendredi, j'optimise un tout petit peu, tu vois, le jus de cerveau et l'énergie. Et ça a fait une vraie différence pour moi. Tu parles des équipes que tu as autour de toi. Tu les recrutes comment, tes talents clés? Et c'est quoi ton plus grand défi managérial? Alors, chez Oh My Cream, donc jusqu'à très récemment, je voyais tous les CDI en entretien, y compris les gens des boutiques. Bon, évidemment, ça fait, je dirais, 2-3 ans que c'est plus du tout possible. Donc, tu vois, quand on parlait de gérer ton temps quand tu as un temps limité, je pense qu'en fait, il faut accepter que tous les 6 mois ou à minima tous les ans, moi, je re-regarde mon agenda qui reflète tout ce que j'ai fait par définition. Vu que je suis tout le temps en réunion, je suis jamais toute seule face à mon ordi, donc je vois exactement quel temps j'alloue à quoi, à quel domaine, à quelle partie de mon job. Et je re-challenge tout, je remets tout à plat. Ok, est-ce que là, j'ai alloué le bon temps? Donc, typiquement, à un moment, le recrutement, en fait, juste, ça aurait pris un mi-temps pour moi de recruter toutes les filles des boutiques. Pas en première ligne, hein, mais en dernière validation, c'était plus possible. Donc, maintenant, la règle, c'est chacun recrute un peu ses N-1, si je caricature un petit peu. Donc, moi, entre guillemets, je n'ai que la charge de mon codir, donc des 8 filles du codir qui sont sous moi, sur lesquels il n'y a pas de turnover, enfin très très peu. Tu vois, sur les 4-5 dernières années, j'ai dû recruter 2 ou 3 filles. Alors quelles ont été les conditions c'était non négociable, il fallait qu'elles aient telle valeur ou tel critère pour qu'elles fassent partie, en tout cas, de ta garde rapprochée, sur qui tu peux compter et ce qui fait qu'elles sont encore là aujourd'hui. Déjà, ce qui m'a aidé dans les recrutements, c'est de mettre en place des scorecards. On fait souvent des fiches de poste, sauf que ça détaille les missions. Au lieu de se dire, à la fin de la journée, tu sais, quand tu discutes avec ton mec le soir ou avec ta pote au boulot sur « j'arrive pas à me décider entre ces 2 profils, elle a ça, tu mélanges des skills, des éléments de personnalité, des compétences, tu mélanges plein de choses. Un scorecard, ça, pour moi, ma vision du scorecard, qui est peut-être pas la bonne, tu regroupes un peu tout ça et tu te dis, en gros, je veux une fille polyvalente, mais aussi qui a 5 ans d'expérience dans les achats, et en fait, je sais pas, qui est hyper bonne en maths, enfin, tu vois, tu mélanges plein de choses. Donc déjà, ça aide vachement parce que tu réduis à 3 ou 4 grands bullet points ce que tu cherches chez cette personne. Franchement, ça t'aide à y voir plus clair. Et c'est pas du tout le même exercice. C'est beaucoup plus synthétique que de faire une fiche de poste détaillée avec je veux qu'il ait ce diplôme, tant d'années d'expérience dans tel secteur. C'est pas pareil. C'est un peu la substantifique moelle de tout ça. Ça m'a quand même vachement aidé dans mes recrutements. Et après, ce que je cherche au-delà de une capacité à exécuter une fiche de poste et correspondre à ce scorecard, je pense que je cherche des filles qui vont avoir la même vision un peu, tu vois, de la beauté que moi, la même envie de participer à une vraie aventure humaine avec tout ce que ça implique de positif comme de négatif. Moi, les filles, elles aiment toucher à tout, elles aiment participer à un projet qui va vite, donc elles sont pas très sensibles à au changement d'avis permanent. Moi, je dis, en fait, il y a un cadre, mais il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire qu'on peut changer d'avis du jour au lendemain, on est hyper agile, c'est notre force. On fait plein de choses avec peu de moyens, donc il faut accepter ça.
Tout est possible chez nous, c'est hyper grisant, mais j'ai pas de plan de carrière. Tu vois, donc je cherche ce niveau d'enthousiasme, de flexibilité, des gens qui sont très autonomes parce que j'ai pas le temps de les micromanager. Donc j'ai vraiment besoin de micro-entrepreneurs à leur échelle, de gens qui s'expriment bien, tu vois, qui sont capables de représenter très vite la boîte pour moi, d'être des vrais ambassadeurs de la boîte, des bons managers. En fait, c'est beaucoup ça ce que je recherche aujourd'hui. Parce qu'avant tout, mes directrices, elles sont plus tellement dans l'opérationnel, mais elles doivent être le relais que moi, je peux plus faire dans le quotidien, insuffler nos valeurs, ce qui fait la beauté de cette entreprise, nos façons de faire qui sont finalement très spécifiques, je pense. Faut qu'elles adhèrent à tout ça, tu vois, faut qu'elles aient une vraie humilité. Moi, je me reconnais pas dans les gens qui détiennent la vérité. Moi, je doute de tout, je questionne tout, j'estime qu'on n'en sait rien dans tout ça. J'ai besoin de gens qui soient comme ça. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que finalement, la transmission, ta culture d'entreprise, tu rentres pas dans le micromanagement, mais il y a beaucoup de personnes pensent qu'ils doivent faire du micromanagement pour expliquer comment ça fonctionne, quels sont les comportements attendus, quelle est la culture d'entreprise. Alors qu'en réalité, si tu la transmets de façon très structurée et que tu as travaillé dessus, parce qu'il faut avoir travaillé sur sa culture d'entreprise, sur les valeurs que tu as envie de porter, sur le message que tu as envie de porter, que tu sais le transmettre, bah, ça va se transmettre, en fait, comme tu disais, d'équipe en équipe. Et c'est essentiel. Enfin, c'est ce qui fait perdurer une boîte, c'est ce qui fait que tu as peu de turnover, enfin, c'est absolument essentiel. Et on en revient au sujet aussi de la communication, qui, moi, est un truc qui me tient vachement à cœur. En fait, dans l'entretien, je crois que je pose jamais de questions pièges. Je vois beaucoup de gens qui arrivent stressés, et je leur dis, attendez, moi aussi, j'étais hyper stressée quand j'étais plus jeune à l'entretien, genre, déstressez-vous, là, il n'y a pas de questions pièges, j'attends aucune réponse dans ma tête, je veux juste apprendre à vous connaître, en fait. Et savoir si ça va fitter. Et je sais pas si c'est la bonne méthode de recrutement, c'est pas ce que je te dis, mais moi je crois que j'ai besoin de comprendre à qui j'ai affaire en face de moi. Et si je sens qu'on arrive à se connecter, que c'est quelqu'un qui arrive à se lâcher, à être un peu authentique, à être lui-même, avec qui j'arrive à communiquer de façon fluide pendant 1 heure, tu vois, sans qu'il y ait de blanc, sans qu'il y ait de trou, sans qu'il y ait de malaise, sans qu'il y ait de... Et ben je me dis qu'on arrivera à tout parce qu'en fait, une boîte, c'est jamais que des équipes qui parfois ont des tensions ou des conflits et qu'en fait il faut être capable de résoudre. Et en fait c'est comme dans un couple, hein, comment tu résous les problèmes par la communication. Parce que si les filles c'est pas des pestouilles, c'est-à-dire si les gens sont bienveillants, que vraiment ils ont à cœur l'intérêt de la boîte et qu'ils ont à cœur que les gens y soient bien, il y a que des solutions. Il n'y a pas de solution quand tu as quelqu'un de malveillant en face de toi ou quelqu'un de tordu qui te l'a fait à l'envers, tu vois. Là, non. Mais dans d'autres conditions, la communication résout tout. Tu comprends le point de vue de l'autre, tu comprends pourquoi il a fait ça, bon bah ok, et ça apaise tout si tu veux. Donc moi je cherche des gens qui soient un peu humainement câblés et qui soient capables de communiquer, de dégoupiller, tu vois, les problèmes. Et qui ont cette humilité de se dire je vais apprendre et on va changer de façon de faire tout le temps, mais en fait, on va y arriver parce que j'y crois. Et voilà. Alors, quel exercice pratique, Juliette, tu pourrais donner à des futurs entrepreneurs pour développer leur mindset entrepreneurial aujourd'hui? Je crois que, tu vois, et aujourd'hui, c'en est un bon exemple. Je crois que quand tu es entrepreneur, tu passes ta journée à parler de ton projet, à le défendre, à convaincre des gens. Que ce soit convaincre ton premier client, ton premier salarié, ton banquier, ton investisseur, ton fournisseur. Tous ces gens-là, en fait, au début et tout au long de la vie d'un entrepreneur, tu dois les convaincre. Donc je pense qu'un bon exercice pour savoir aussi si t'es fait pour ça ou tout simplement pour apprendre, parce qu'en fait c'est jamais qu'un exercice, c'est ce que je te disais, moi à mon premier pitch j'étais pétrifiée et je pense que j'étais pas très bonne et à force de pitcher tout le temps les mêmes sujets, tu les maîtrises, donc tu deviens bon. Et ben moi je dirais, si tu veux te lancer un peu dans le vrai bain de l'entrepreneur, à ton prochain dîner là, ou à tes prochains dîners dans le mois qui vient, auprès de tes copains, auprès de gens que tu connais pas, et ben en fait tu pitches ton projet. Et en fait, ça va t'entraîner à cet exercice par exemple, ce qu'on appelle l'elevator pitch, tu vois, pitcher en 1 minute à quelqu'un. Et tu vois, alors moi, l'elevator pitch, j'étais mauvaise. Je suis toujours mauvaise d'ailleurs. J'ai besoin d'1 heure pour t'expliquer ce que c'est au MyCrim. Mais ça te montre justement... Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande du temps de faire court. Ça te force à te dire, ok, mais donc c'est quoi ta différence en fait? Parce qu'en fait, en 1 minute, tu dois accrocher les gens avec ta différence, avec une réponse à leurs besoins. Et donc, c'est en travaillant ça, en fonction des réactions des gens en face, en fonction de « Attends, pardon, j'ai pas bien compris ce que tu m'as dit » ou « Ah oui, ok, mais donc c'est comme un tel » ou « Ah non, mais génial, j'adore, ça existait pas ». En fonction de toutes ces réactions, tu vas affiner ton pitch. Et à la fin de la journée, parce que tout le reste n'est pas si compliqué. Je pense que finalement, c'est l'exercice à la fois le plus apprenable dans le temps, parce qu'il ne nécessite finalement que de l'entraînement. C'est tous les gens qui disent « je suis pas à l'aise, je sais pas prendre la parole ». Ce n'est
que de l'entraînement. Mais finalement, c'est le truc que tu feras le plus et le truc qui est le plus game-changing dans la vie d'un entrepreneur, c'est d'arriver à convaincre sur ces moments-là. Donc moi, c'est à ça que je dirais aux gens de s'entraîner. Tu pitches à tes dîners maintenant. Allez, le Skills Challenge de Juliette, le Skills Entrepreneuriat, c'est de pitcher une idée que vous avez à ton voisin de table, à une amie. Les choisir, évidemment, il faut que ce soit des personnes en qui vous avez confiance en leur mindset, à leur façon de vous conseiller et qui soient évidemment bienveillantes et qui croient en vos rêves. Parce que parfois, les gens peuvent projeter aussi sur toi leur propre peur. Tu vas pas y arriver, t'es fou, t'as dû entendre des choses comme ça. Donc, c'est un super challenge. Et en plus, ça va vous confronter aux objections. Les fameux feedbacks qui font grandir, non pas des critiques, mais des feedbacks constructifs. Merci Juliette. Qu'est-ce que tu aimerais, une personne inspirante que tu aimerais écouter dans Skills? Moi, l'entrepreneur que j'admire le plus, c'est Mathilde Thomas, la fondatrice de Caudalie. Mm-hmm. Je la trouve incroyable à plein de niveaux. Elle a une marque qui a quasiment 30 ans, qui est toujours leader, toujours aussi inspirante, toujours aussi moderne. Elle s'est réinventée un nombre de fois incalculable en 30 ans. Elle a monté cette boîte avec son mari. Elle a une vie familiale épanouie à côté. C'est une femme, pour l'avoir rencontrée, d'une humilité rare, alors qu'elle est à la tête d'une des marques de beauté françaises les plus reconnues dans le monde entier. Je suis éternellement admirative de son parcours. Si tu pouvais l'avoir à ton micro, je pense que tu apprendrais beaucoup de choses. Écoute, tu vois, je suis en train de le noter, mais c'est comme ça aussi que je t'ai contactée. Ouais. Parce que Philippine Métès, qui est donc la DIRCOM de RS, qui était là, et en fait, je lui dis, quelle est la personne qui t'inspire, que tu aimerais voir, écouter dans ce podcast? Et c'est toi qu'elle a cité, c'est comme ça que je t'ai contactée. Merci Philippine. Écoute, je la contacterai et si j'y arrive, je serai très heureuse de l'interviewer. Merci beaucoup Juliette pour cet échange qui nous montre que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure humaine. L'idée de Skills, c'est pas de dire à tout le monde vous pouvez tous devenir entrepreneur. Il faut quand même avoir ça en soi. C'est très bien aussi quand on travaille dans une entreprise, qu'on est cadre, c'est aussi une belle aventure. Mais si vous sentez quelque chose, vous sentez que vous avez envie de faire autre chose comme Juliette, en fait, vous pouvez la développer. Elle vous a donné beaucoup de tips. Et tu nous rappelles aussi qu'oser être différent, être singulier et rester fidèle à sa vision sont les clés d'un succès durable. Alors vraiment, j'invite nos auditeurs à relever ton Skills Challenge, donc avec le hashtag Skills Entrepreneuriat. Merci beaucoup Juliette pour cet échange et à très bientôt pour un nouvel épisode dans Skills.